Nous sommes vendredi le 11 décembre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal de la synergie des médias, Radio RPA, Inzamba ainsi que la télévision Renaissance. Un triste événement nous rassemble à nouveau. Ce 11 décembre 2020, c'est la 5e commémoration des massacres et autres crimes commis le 11-12 décembre 2015. C'était dans le quartier qualifié de contestataire par le pouvoir. Il s'agit principalement de Mutakura, Ngagara, Musaga, Nyakabiga et Chibitoke. C'était en représailles à des attaques qui avaient été menées sur 4 cas militaires par des hommes armés. Les victimes des assassinats ou encore des viols qui s'en sont suivis se comptent par dizaines ou voire plus. Témoins, défenseurs des droits humains, avocats des victimes, toutes ces voix s'expriment dans cette édition. Le développement dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias. À l'aube du 11 décembre 2015, 4 cas militaires sont attaqués simultanément. 3 en mairie de Bujumbura et un autre dans la province de Bujumbura, communément appelé Bujumbura rural. Les assaillants ont été repoussés après plusieurs heures d'intenses affrontements. Le rappel des faits avec Bertrand Ngendakuriyo. Tout a commencé vers 4 heures du matin. Dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura, les habitants ont été réveillés par des coups de feu et des tirs à l'arme lourde sans savoir ce qui se passait. Les premières informations n'ont commencé à filtrer que dans la matinée. Des insurgés armés ont attaqué 4 camps militaires, 3 de la mairie de Bujumbura et le camp de Mujejuru dans la province de Bujumbura. Le premier à être attaqué est situé en Ngagara, en commune Nangwa. Le second étant le camp base logistique des forces de défense nationale. Le troisième, l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM. Tous les deux sont dans la zone de Musaga, une zone qui abrite plusieurs camps militaires. Les insurgés se sont servis en armes dans le camp base avant de s'introduire dans l'ISCAM. À ce moment, les insurgés ont été attaqués par des militaires venus d'une autre caserne toute proche. Il y a eu de violents affrontements qui ont duré plusieurs heures avant que les assaillants ne décrochent. Selon le porte-parole de l'armée de l'époque, le colonel Baratouza, les assaillants avaient l'intention de pénétrer dans les camps pour se procurer des armes et des munitions pour libérer ensuite des prisonniers dans différentes prisons. De nombreux riverains des camps attaqués ont fait état de combats particulièrement violents marqués par des explosions et des tirs nourris d'armes automatiques. Des échanges de tirs sporadiques ont continué en milieu d'après-midi dans divers quartiers contestataires de Bujumbura, quadrillés par l'armée et la police. Merci aussi à Emmanuel Niungeko. Les crimes innommables du 11 décembre 2015 à Bujumbura ont été commis par des forces de sécurité ainsi que les Imbonerakure. C'est l'avis de Denis Ndaishemeza, vice-président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Le FOCODE demande au gouvernement du Burundi de faire des enquêtes indépendantes pour que les coupables soient identifiés et punis. Aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire du carnage qui a eu lieu principalement à Bujumbura, dans la capitale burundaise, mais aussi dans certaines parties de la province de Bujumbura, où il y a des éléments rebelles qui auraient attaqué des camps militaires dans la ville de Bujumbura et à Igenda. Et puis, comme représailles, nous avons vu des forces de l'ordre, des forces de sécurité, la police, l'armée et des agents de renseignement qui étaient épaulés par des miliciens Imbonerakure qui se sont rués sur les paisibles citoyens dans des quartiers qui sont des contestataires à Bujumbura, des quartiers où résidaient les gens qui avaient le plus manifesté contre le troisième mandat de Félix Nkurunziza. Alors, ils ont commencé à tuer aveuglément, à commettre toutes formes d'abus, les massacres, les tortures, les viols sur des femmes. Donc, ça a vraiment été un carnage complet ce jour-là. Donc, s'agissant des responsables, on se rappellera toujours des déclarations de celui qui était alors le porte-parole de la FDN, aujourd'hui général Gaspard Baratouza. Il a fait plusieurs déclarations, les unes contradictoires que les autres,
Donc, les responsables, c'est bien sûr le gouvernement du Burundi d'abord. Ensuite, ces organes comme l'armée, la police, le service national de renseignement et les miliciens Imbonerakure qui sont devenus comme des supplétifs des forces de l'ordre. Mais pour le moment, sans enquête indépendante, il est vraiment difficile de dégager des responsabilités individuelles et on n'aimerait pas toujours dire c'est l'armée, c'est la police, c'est le renseignement, ce sont les Imbonerakure ou c'est le gouvernement. On aimerait qu'une enquête crédible soit diligentée afin que des responsabilités individuelles soient dégagées. Si les 11 et 12 décembre 2015 furent des jours noirs pour les jeunes des quartiers dits contestataires, ils le furent aussi pour les femmes et filles. Celles-ci ont en effet constitué l'une des cibles et violées en nombre par les forces de l'ordre et des jeunes Imbonerakure responsables des représailles suite aux attaques dans des cas militaires. Pour le mouvement Inamaoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, le pouvoir a fait du viol une arme de guerre. Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement, fustige ce qu'elle qualifie de déshumanisation des victimes. Parmi les victimes de ce jour, des femmes et des filles ont été violées en grand nombre, souvent devant leurs époux, leurs pères, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, les voisins et même les attaquants. On se souviendra de cette chanson publiquement scandée par les Imbonerakure, engrosser les opposants pour qu'ils donnent naissance aux Imbonerakure. Pour déterminer que dans cette crise que vit le Burundi depuis avril 2015, le viol a été érigé en arme de guerre. Rien d'étonnant alors que les militaires, les policiers et les Imbonerakure, auteurs des massacres et violences du 11 et du 12 décembre 2015, aient choisi le viol comme une de leurs stratégies pour intimider, humilier et avilir les femmes et les filles, pour toucher profondément leur famille et leur groupe politique ou ethnique. Le mal burundais est un mal purement sociopolitique que les dirigeants ont tout fait pour transformer en conflit ethnique sans succès jusqu'aujourd'hui. Si l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi avait été mis en application depuis que le CNDD-FDD a accédé au pouvoir en 2005, le Burundi aurait déjà tourné la page de son histoire de crise cyclique pour écrire une nouvelle histoire de paix, de sécurité et de développement durable pour tous, sans distinction. Nous déplorons l'inconscience et l'irresponsabilité des dirigeants qui laissent faire ce qui se passe au Burundi, à l'instar des tristes événements des 11 et 12 décembre 2015. Nous déplorons la manipulation de la jeunesse burundaise, l'entraînant à voler, à tuer, à violer et à détruire, au lieu de les entraîner à rechercher une vie décente, digne et respectueuse des valeurs. Tant qu'il y aura injustice, impunité, exclusion et égocentrisme au cœur du système qui nous gouverne, la haine, la violence et la révolte auront toujours place. Après les attaques des cas militaires de Bujumbura, la police, les militaires en collaboration avec la jeunesse Imbonerakure ont envahi certains quartiers de Bujumbura. Ils ont arrêté surtout les jeunes et violé les femmes et les filles. Suivez le témoignage de l'un des jeunes qui était dans le quartier Nyakabiga au centre-ville de Bujumbura. Aux dates du 11 comme aujourd'hui, décembre 2015, nous étions au quartier comme d'habitude. La nuit est tombée et nous avions couché comme d'habitude. J'étais au quartier Nyakabiga, quartier 3 Nyakabiga. Après, à l'aube, nous avons entendu dans les heures d'eau entre 3h et 4h du matin, nous avons entendu
des coups de feu. Nous n'avions pas connu ce qui se passait. Nous avions vu des militaires qui venaient, des policiers des Imbonerakure. Ils sont entrés dans les maisons, ils ont commencé à prendre déjà quelconque, surtout les jeunes. D'abord, ils ont enlevé les filles, bien sûr. Après, enlevé les filles, nous les avons vus revenir pleurant. Nous n'avons pas su ce qui se passait. J'ai vu des gens morts sur la route et dans le quartier. Si la route est principale de Goutron, nous avons vu beaucoup de cadavres. Nous avons vu les policiers et les militaires et les Imbonerakure qui sont venus m'amener déjà, les enlever et tuer si c'était possible. Quand il y est, il est tué. Les infractions qui ont été commises en date du 11 et 12 décembre 2015 sont qualifiées de crimes contre l'humanité. Réaction de Maître Bernard Menguin, membre du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi. Suivez. Je me rappelle très très bien de ces journées qui étaient marquées d'une croix très très noire et qui sont des journées de deuil pour toute la communauté burundaise. Je me rappelle très très bien les comptes rendus que je recevais tout à fait effrayés de nombreux amis présents à Bujumbura. Sur le plan juridique, je pense qu'on peut vraiment qualifier ces crimes de crimes contre l'humanité au-delà de ce qui est prévu même par le code pénal burundais. La tragédie du Burundi, c'est que les textes existent, les qualifications existent, les possibilités en termes procéduraux de poursuivre existent, mais tout ça est sans effectivité. Donc on se trouve dans une situation où ces attaques délibérées qui ont été dirigées contre la population civile au prétexte d'une attaque de camp militaire, ces attaques-là, elles ont été systématiques, elles ont été ciblées vers un groupe bien défini, qui était le groupe de l'opposition, ou des quartiers bien définis au niveau de la composition sociologique de ces quartiers. Et donc, on est vraiment dans des cas de qualification de crimes contre l'humanité, mais aussi de crimes qui auraient pu être poursuivis au Burundi. Et c'est bien ça la tragédie qui se passe, c'est qu'en réalité, notre collectif n'aurait jamais dû faire autant d'efforts et aller devant la Cour pénale internationale si les textes du code pénal burundais avaient été simplement appliqués. Les auteurs des crimes auraient été déjà traduits en justice au Burundi. Et je voudrais ici rappeler une chose, c'est qu'en application du droit burundais, lorsque l'auteur du crime est une force de l'ordre, c'est souvent une circonstance aggravante. Maître Bernard Menguin justifie les enquêtes de la Cour pénale internationale au Burundi par le fait que la justice burundaise reste inactive pour réprimer ces crimes. Encore une fois, Maître Bernard Menguin. Les assassinats sont réprimés à l'article 215 du Code pénal burundais, les enlèvements à l'article 257, les actes de torture aux articles 206 à 211, les viols aux articles 577 à 585. Alors, si vous prenez les dispositions du code burundais, je dirais que la sanction pour l'assassinat, c'est évidemment la servitude pénale à perpétuité. En ce qui concerne les actes de viol, de torture et d'enlèvement, les actes d'enlèvement sont moins sanctionnés, mais en fait, vous avez un système avec des peines qui vont souvent entre 5 et 20 ans, mais qui peuvent être aggravées en fonction d'un certain nombre de circonstances, comme je vous l'ai dit. Si par exemple le viol est assorti de torture, eh bien nous sommes dans une situation où si le viol a entraîné la mort, nous sommes dans une situation où la sanction est la servitude pénale à perpétuité. Donc pour se résumer, je dirais que les faits les plus graves, c'est la servitude pénale à perpétuité, et les faits, je dirais, qui sont un petit peu moins graves au regard des normes pénales, même s'ils sont tragiques pour les particuliers, peuvent éventuellement donner lieu à des sanctions de servitude pénale qui, en fonction des circonstances, varient entre 5 et 20 ans de prison. La vraie tragédie du Burundi, c'est que normalement, dans une situation comme celle-là, l'autorité
l'autorité publique devrait ouvrir des dossiers et enquêter, et elle ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que la compétence de la Cour pénale internationale est entièrement justifiée sur le plan juridique, d'où les décisions qui ont été prises déjà par la Cour pour autoriser les enquêtes. À côté de ces enquêtes de la Cour pénale internationale, les associations des avocats des victimes ont déjà déposé plus de 2000 dossiers devant cette Cour. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, la présidente de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, Janine Mabunda, a été destituée ce jeudi soir. C'est après une pétition du parti du président Félix Tshisekedi demandant sa destitution, ce qui a créé un bras de fer à l'Assemblée nationale entre les députés proches de l'ancien président Joseph Kabila qui ont soutenu le président de l'Assemblée nationale et les pétitionnaires. La destitution de Janine Mabunda a mis à nu les dissensions entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila qui ont résulté dans une mise en cause de leur accord de partage de pouvoir. Les détails avec Darlene Ilakozé. Après un long débat à l'Assemblée nationale ce jeudi soir, les élus du peuple ont procédé par un vote. Les députés ont voté par la destitution de la présidente Janine Mabunda par 281 voix sur 484 des députés qui étaient dans la salle. Ce résultat constitue une victoire pour le président Félix Tshisekedi puisque depuis son ascension au pouvoir début 2019, il partageait le pouvoir avec son prédécesseur Joseph Kabila. Avec 300 députés sur les 500 parlementaires élus aux élections de fin décembre 2018, la coalition de Joseph Kabila, Front commun pour le Congo, FCC, a eu droit à un pourcentage de 75% de portefeuille ministériel au gouvernement. Le bras de fer entre le président Félix Tshisekedi et le camp de Joseph Kabila a commencé avec la nomination de 3 juges de la Cour constitutionnelle par le président de la République le 17 juillet 2020. La prestation de serment de ces juges a été boycottée par les présidents des 2 chambres du Parlement ainsi que le Premier ministre, tous issus de la coalition FCC pro-Kabila. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est lui aussi assis sur une chaise éjectable. Dans son discours de ce samedi 5 décembre, le président Tshisekedi a publiquement annoncé la fin de son partage de pouvoir avec l'ancien président Joseph Kabila. Il a annoncé sa démarche vers la création d'une union sacrée pour l'intérêt supérieur de la nation. Parmi les potentiels nouveaux partenaires politiques du président congolais, il y a 2 poids lourds de l'opposition congolaise, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Les 2 se sont farouchement opposés au régime Kabila, qui les a par ailleurs persécutés. La décision de Janine Mabunda intervient après des jours de paralysie à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée n'a pas pu diriger les plénières à cause des heurts entre les députés du FCC, la coalition de Joseph Kabila et ceux qui ont demandé sa destitution. Et c'est par ici que prend fin ce journal de la synergie des médias. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir et bon week-end.